Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de nouveau chez moi, dans mon canapé. Et aujourd'hui, nous sommes avec Geoffrey. Dorn. Et oui, Salut moi. Geoffrey, ça va? Ça va Romain, très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir ici. C'est pas la première fois que tu viens ici. On a déjà brainstormé des soirées entières. J'avoue, ici, c'est cool. Et du coup, je me disais, il faut quand même que tu viennes face à cette petite caméra pour parler de design. Et ça tombe très bien vu l'actualité. Et c'était un peu tout le message que je mettais dans le fait que ça tombait pile poil bien et que j'avais très envie de parler de ça. C'était l'idée de comprendre ce que c'est le design et comprendre via ce que tu as fait, via qui tu es, via ton expérience, via tout ce que tu proposes dans le design, comprendre que le design peut être une solution à ce qu'on est en train de vivre et cette morosité pour aller de l'avant, pour trouver une solution. De quelle morosité tu parles là? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. On parle pas politique aujourd'hui. Absolument pas. Très bien. Pourtant le design c'est quand même politique, mais on a reçu Elliot. Tu as reçu Elliot il y a plus longtemps. Alors je propose qu'on en parle quand même de cet enjeu-là, ça m'intéresse. Geoffrey, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok. Et nous dire tu as quel âge, tu fais quoi? Ok. Je regarde là. Tu regardes où tu veux. Ok. Tu peux regarder. Alors avant que tu commences, excuse-moi. Si j'oublie à chaque fois l'introduction et j'aimerais vraiment que vous le fassiez, vous êtes 22, je veux 22 questions dans les commentaires. Non, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à les poser. Vous voyez ici, juste là, j'ai mon iPhone et je vois toutes vos conversations. Je vois que Aurélien Daily a déjà marqué une publication. N'hésitez pas à poser des questions parce que du coup, moi j'ai plein de questions à poser à Geoffrey. Mais si vous en avez, avec plaisir. Peut-on parler de design des chaussettes? Voilà, Nabil, je te remercie. Très bien. Parce qu'on on la garde en tête, cette question, et on en reparlera après. Non, si vous avez des vraies questions, merci, n'hésitez pas. Geoffrey, à toi, qui es-tu? Alors, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Geoffrey, je suis designer depuis 12 ans, 10 ans, je sais pas trop, j'ai pas compté. J'ai 31 ans, pardon, j'ai du mal à passer le cap des 30 ans. Que dire d'autre? Je suis originaire du nord de la France, donc ce qu'on peut appeler un ch'ti, qui est descendu à Paris pour faire les arts décoratifs de Paris, école d'art et de design qui est rue d'Ulm, à côté de l'ENS, école où il y a des gens très intelligents, et à côté du Panthéon, un endroit où il y a des gens morts. Et je me suis dit, voilà, entre les deux, il y a une école d'art où les gens se sont habillés n'importe comment, ils font la fête de la peinture, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire mes études là-bas, de passer 5 ans là-bas. Donc j'ai fait des études en design graphique et multimédia, donc j'ai appris à faire des logos, des identités visuelles, des livres, des affiches, de la typo, beaucoup de dessins, de la sculpture, de la gravure, de la sérigraphie, plein de trucs, et aussi tout ce qui est numérique, des sites, du flash à l'époque, des interfaces, etc., etc. Donc vraiment tout ce panel-là, c'était un bonheur de faire mes études aux Arts Déco, parce que pendant 5 ans, tu fais enfin ce que t'aimes, quoi. Okay. Et après, j'ai rempilé sur 2 ans aux Arts Déco dans un laboratoire de recherche qui s'appelle NSAD Lab. Et là, en fait, j'ai découvert ce que c'est que la recherche en design. On ne savait pas ce que c'était, parce que c'est la première fois que ça se crée un petit peu. Et donc, pendant 2 ans, j'ai pu travailler avec des sociologues, des sémioticiens, des chercheurs en sciences cognitives, pour utiliser ce que j'avais appris du design, mais à, on va dire, plus en intégrant la question de l'humain dans sa chair, dans son cerveau, dans ses usages, etc. Et c'est ce qui m'a, pour moi, un peu révélé une autre facette du design. Mais ça, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Alors, c'est très bien, parce que finalement, c'est un peu c'est le pivot, en fait, cette partie-là de ta vie, ces études. Ouais. On va parler de l'avant, et puis on parlera de l'après, d'accord? Ça va. Alors, l'avant, comment tu t'es dit, je veux devenir designer? C'était quoi le déclencheur? Et est-ce que tu avais déjà une idée très concrète de ce que c'était le designer? Le design, pardon. Non, en fait, au tout départ, moi, depuis tout petit, je dessine. Mon grand truc, c'est le dessin. Tout seul dans ma chambre à dessiner des heures sur ma planche à dessin inclinée en imaginant que voilà, j'allais devenir un maître de la bande dessinée, chose qu'aujourd'hui je ne fais absolument plus, mais j'ai fait beaucoup de bande dessinée quand j'étais enfant, ado, etc. Ouais, faut continué à faire du dessin un petit peu. quand même plusieurs fois, quoi. Un petit peu, ouais. Je continue de faire du dessin encore tous les jours. Ça, pour vous expliquer, ça c'est un livre que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans maintenant, et c'est un dessin par jour pendant 1 an. Et donc tous les jours, j'ai fait un dessin au pastel, voilà, sur des relations, sur des gens, sur la question du couple, sur la question de la sensibilité, etc. Et ces 365 dessins que je publie tous les jours sur Instagram, j'en ai fait un bouquin. Voilà, je suis hyper content que tu l'aies, Romain. Voilà, ça me fait super plaisir. Attends. Donc voilà, et d'ailleurs, je t'avais fait une dédicace. C'est personnel, ça. Attends.
Donc voilà, enfant vraiment je dessinais énormément. Et puis aussi, mon père étant un petit peu geek, comme mon frère, comme moi, enfin voilà, les ordi, machin, etc. Très vite j'ai eu Commodore 64 sous les doigts, j'ai eu un Packard Bell Spectria, j'ai eu un Pentium 2, etc. Donc des ordinateurs aussi. Et donc le lycée passant, machin, on m'a dit, comme on demande à tous les enfants français qui sont en voie de sortir du lycée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quoi. Et moi je voulais juste faire du dessin et faire l'ordinateur. Donc être devant ma planche à dessin et devant un écran d'ordi. Parce qu'il y avait plein de choses belles à créer dans tout ça. Et donc je me suis dit, je vais faire de la communication visuelle. On parlait pas trop de design quand on a 18 ans, c'est pas trop ce que c'était pas hyper à la mode non plus. Donc voilà. J'aimerais revenir sur quand tu disais j'avais des ordinateurs, j'avais une tablette graphique. En fait, pour préparer cette émission, tu m'as demandé de sélectionner des œuvres. Ouais, carrément. On peut voir un extrait d'un film. Ah oui, tu disais, ça t'a vraiment influencé et c'était le début. Ouais. Et tu peux nous dire ce que c'est déjà avant ? Alors c'est un film qui s'appelle Hackers, ouais. qui date de, je crois, 1986. Donc j'avais 2 ans, mais je l'ai vu un peu plus tard, si je dis pas de bêtises sur la date, hein, voilà. Et c'est un film dans la mouvance cyberpunk, un peu rétro-ringard maintenant évidemment, mais qui met en scène un pirate informatique et sa bande de copains pirates qui font du skateboard, qui jouent dans les bandes d'arcade. Il y a aussi une jeune actrice que vous reconnaîtrez peut-être, voilà, qui à l'époque je crois avait 17 ans, et moi ça m'a fait me dire que waouh, l'univers de l'informatique, des hackers, des ordinateurs, tout ça c'est magnifique, c'est génial et ça m'a fait beaucoup rêver. Alors on regarde ça, on regarde la première minute, on va pas tout regarder, et puis après on se retrouve. Hidden beneath the world we know is the world they inhabit. Dave? Yeah, Mom? What are you doing? I'm taking over a TV network. Well, finish up, honey, and get to sleep. They're hackers. Hackers penetrate and ravage private and publicly owned computer systems. Hack the planet! Hack the planet! It's not just something they do. Sure this sweet machine's not going to waste? Are you challenging me? It's who they are. I win, you wear a dress on our date. And if I win, so do you. They can crack any code. And get inside any system. Hello? Mr. Gill, according to our records, you're dead. I'm what? But this time, Come here, look at this. It's some kind of virus. Unless $5 million is transferred to the following account, I will capsize 5 oil tankers. they just hacked the wrong guy. Game's over. Whoever wrote this needs somebody to take the fall. He's about to commit the perfect computer crime. You've created a virus that's going to cause a worldwide disaster. And they're about to take the blame. A hacker planted the virus. But it's the perfect cover. We're being framed. Can we be allies? I don't play well with up. Bon, on regarde pas tout, mais c'était ça l'idée. 1995. Pardon. J'ai vérifié, ouais. 86, ça me paraissait un peu tôt quand même. Tu vois effectivement énormément de mecs qui se mettent à bidouiller et qui utilisent l'informatique, qui utilisent des écrans, qui utilisent de la technique pour avoir un enjeu social en fait. Juste de se faire des potes au moment du lycée, c'était un peu ça l'idée. Ouais, dans ce film, il y a cette idée-là de se dire voilà, on bidouille ensemble et on se rapproche par affinité parce qu'on a ces compétences-là. Et en fait, pour raconter un peu là, du fait qu'on est en mode avant, quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, il y avait très peu de jeunes qui avaient des ordinateurs, qui savaient s'en servir, etc. Et j'avais un copain dans toute la cour de récré qui était russe, qui savait coder. Et donc on avait une seule disquette, une petite disquette comme ça, là. Okay. Et on s'échangeait la disquette. Donc le soir, il me donnait la disquette. Moi, chez moi, je la mettais sur l'ordi, j'ouvrais, il avait programmé, il avait fait des images et tout ça. Je consultais les trucs, des fois il y avait des flashs de couleurs, enfin vraiment des trucs en visuel basique, n'importe quoi. Je formatais la disquette, je faisais à mon tour des trucs, et le lendemain je lui rendais. Mais c'est quasiment une espèce de correspondance amoureuse. Ouais, carrément, sans le travers amoureux romantique, mais il y avait malgré tout un ping-pong numérique. T'avais quel âge à ce moment-là ? Ouais, j'étais au collège, je sais pas. T'avais 15 ans, quoi. Ouais, 14-15 ans dans ces eaux-là. Et on causait pas tant que ça, on s'échangeait juste une disquette, et ça suffisait, c'était cool. C'est drôle. Tu l'as retrouvé ce mec ? Ouais, je l'en ai mis sur Facebook. Aujourd'hui, je crois qu'il travaille dans l'informatique, la sécurité, tout ça. D'accord. Il a pris la voie sérieuse de la programmation. C'est devenu un gros hacker et tu veux pas le dire en fait. Ouais. Je préfère protéger son identité. Je salue d'ailleurs. En tout cas, il était russe.
C'est drôle comme histoire. Donc tu vois ça, et donc cet univers te dit, voilà, j'ai vraiment envie de travailler avec ça. Bon, on va la faire courte, tu passes tes études. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après, ou même pendant tes études. Comment est-ce que tu as... parce que tu es directement entré dans le design graphique, qui est le design que tout le monde connaît finalement, le design graphique. C'est les graphistes qu'on va voir pour faire des logos d'identité graphique, pour faire tout ça. Mais designer, c'est pas que ça. Est-ce que tu pourrais donner une définition, parce que tu as commencé par le graphisme, mais tu as eu tout un champ de recherche autour du design de façon plus complète. Quand on est face à un designer, comment est-ce qu'on peut se représenter son boulot, et surtout, ça sert à quoi un designer? Alors un designer, c'est un truc que je dis quand on me demande quelle est la définition de design, c'est que je dis qu'il y a autant de définitions du design qu'il y a de designers. Chacun a sa propre définition en disant ça sert à résoudre des problèmes, ça sert à communiquer, ça sert à faire vendre un produit, des fois j'entends ça, ça sert à améliorer l'habitabilité du monde, parfois aussi j'entends ça. À mes yeux, pour moi, le design, c'est avant tout un engagement de valeur sociale par la création. C'est-à-dire que par l'action, alors ça peut être de la création tangible, formelle, visuelle, graphique, mais c'est aussi de la création, créer du lien, créer de la surprise, créer de la poésie. C'est pas toujours répondre à des problèmes, c'est ça qui est important pour moi dans le design. D'accord, qui n'est pas forcément la philosophie très start-up de dire on a un problème, on a une solution. Le design, c'est... C'est pas du solutionnisme technologique. D'accord. Quand tu parles d'engagement, c'est de l'engagement de quelle nature, de quel type? C'est quoi tu l'as dit tout à l'heure, alors, non pas en blaguant, mais c'était moi qui blaguais pour le coup. Quand tu es de l'engagement, enfin pardon, du design, c'est de la politique. Ouais. Parle-moi de ça, ça m'intéresse. Ben, justement, quand on dit que le design c'est la politique, on reprend l'essentiel du mot politique, c'est-à-dire la république, la chose publique, le fait de mettre les choses dans les mains des gens. Et ça, pour moi, je pense que c'est important de pouvoir imaginer que le design, ça doit être accessible dans les mains des gens. Et surtout, le mieux pour moi, les meilleures personnes pour qui faire du design, c'est des gens qui ne connaissent pas le design, qui en ont rien à faire et qui en auront jamais rien à faire. Parce que ces gens-là, parfois, c'est ceux qui ont le plus besoin de design, qui ne le perçoivent pas. C'est-à-dire, donne un exemple par exemple de qui a besoin de design, tout le monde, mais... Ouais, tout le monde, et parfois, un exemple, là récemment j'ai fait une application pour les personnes réfugiées, elles ont besoin de papier, elles ont besoin de nourriture, elles ont besoin de logement, elles ont besoin de contact social, elles ont besoin de se déplacer, etc. Elles n'ont absolument pas besoin de design. Malgré tout, le design peut amener à résoudre, ou à répondre, ou à proposer des choses. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est faciliter l'accès, le design ? C'est une des missions, en effet, faciliter l'accès aussi à la connaissance, faciliter le partage. Il y a un mot, je ne sais pas si on peut le traduire en français, mais c'est l'empowerment. C'est le fait de donner le pouvoir à. Et ça, je trouve ça super fort, que tout à coup, notamment avec le design numérique, on donne le pouvoir à des dizaines, centaines, des milliers, voire des millions de personnes, d'avoir une action concrète, tangible, d'avoir des informations. Et je considère aussi dans le design que c'est tout aussi important de s'adresser à un cercle de 10 personnes, par exemple, qu'à un cercle d'1 million de personnes. On peut faire... J'ai rencontré là récemment Aaron Draplin, qui est un designer vraiment hyper intéressant, et je partage sa vision, qui est de dire qu'il peut travailler pour des grosses entreprises qui ont des milliers de salariés et plein d'utilisateurs, etc., ou juste pour son petit cousin, parce qu'il a besoin de faire une affiche pour le collège. Et pour lui, c'est la même démarche. Ça, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as raison sur le fait que, pour vraiment qu'on comprenne bien ce que c'est un designer, ce que je trouve... En fait, je pense que les designers ont changé le monde professionnel, vraiment. Dans le sens où dans n'importe quel métier, en fait, avant, on te demandait d'apporter une solution à un problème. Et je trouve que ce qu'on appelle, maintenant tout le monde le dit, mais ce design thinking, cette façon de penser design, c'est une façon de dire, ok, tu as un problème, mais je ne vais pas t'apporter une solution, je vais t'apporter une méthodologie pour qu'ensemble on trouve la solution. Et on en a beaucoup parlé avec plusieurs invités qui sont passés là, ce côté, je ne vais pas te dire toi ce que tu dois faire. Par contre, je peux t'aider à t'apporter une méthodologie pour qu'ensemble on trouve des solutions pour y arriver. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Moi, je vis dans... Tu es designer, Romain. tu as pensé designer. Fondamental. Et tu vois, la manière dont je gère mon agence, c'est ça. C'est-à-dire que je n'apporte pas de solution à mes clients. C'est, vous avez un problème, on va définir le problème ensemble. On travaille ensemble. Et après, je passe... Un tiers du temps, c'est compréhension du problème. Un tiers du temps, c'est on trouve une solution ensemble parce que je ne sais pas si vous avez la bonne solution et moi-même, je ne sais pas si j'ai la bonne solution, mais on va réfléchir ensemble. Et le dernier tiers, c'est juste moi où, du coup, là, une fois qu'on a la solution ensemble, moi, je construis les briques pour les aider à trouver des solutions.
Et ça, pour moi, justement, la question de la méthodologie, elle est hyper centrale dans le design. On fait du design même de méthodologie. Je voudrais juste revenir sur la question du design thinking. C'est devenu hyper à la mode, ça a été démocratisé, voire un petit peu inventé par IDEO, qui est une grosse agence aux États-Unis de design. Et aujourd'hui, le design thinking, c'est venu en France, on en parle beaucoup. C'est devenu un truc très à la mode aussi, pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens du marketing qui collent des post-it devant des salariés et qui essayent de trouver des idées, etc. Et à la fin, il n'en reste rien. Parfois, ça vide son sens même, et on va dire c'est du simulacre en quelque sorte. Malgré tout, le design thinking, quand c'est bien fait avec des designers justement, et aussi avec une volonté de délivrer et d'accomplir quelque chose derrière, ça a permis en tout cas au design d'entrer dans des sphères un peu plus stratégiques, dans des sphères de management, dans des sphères parfois de décision, dans des trucs un peu haut placés parfois en entreprise. Et ça pour moi c'est assez important. Et après en effet sur la question de la méthodologie, il n'y a pas de recette magique ou de formule qui marche à tous les coups sur n'importe quel type de projet. Il y a des trames. Moi j'utilise par exemple une méthode qui s'appelle le double diamant. Donc c'est il y a une phase de recherche, une phase de définition des enjeux, une phase de prototypage, une phase de production, pour la faire très très simple. C'est pour ça que ça ressemble à 2 diamants, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Et après on incrémente ça en fonction du type de projet qu'on a en face de soi, que ce soit pour une école primaire ou une grosse entreprise, et que ce soit sur un projet de 2 jours ou un projet de 1 an, et on adapte tout ça. Donc la méthode elle est hyper importante, et ce qui est bien aujourd'hui c'est que nos métiers du design graphique, du web design, etc. se font énormément manger par des templates, par beaucoup de pays qui se mettent aussi à avoir des salaires moindres, enfin qui ont des salaires moindres et qui se mettent à faire du design. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez juste être web designer, en France, c'est hyper compliqué. Parce que quelqu'un s'installe un WordPress, il télécharge un template et il fait son site tranquillou. Et donc ça aussi, nous, designers, nous oblige à aller chercher plus loin, à avoir un regard différent, à faire du sur-mesure, de la qualité plus grande, voire à rentrer dans des sphères justement, différentes. je trouve que moi je le vis plus comme une opportunité. Ouais, carrément. En fait, je m'entends qu'on a vraiment à peu près le même métier, parce que enfin, toi tu es beaucoup plus dans la partie méthodo, mais moi sur de la prod pure, par exemple sur des photos vidéo, type, ou même du texte, ou quand mes clients viennent me voir pour dire ah, genre c'est tel prix, ou ah, mais ça va pas vous prendre tant de temps, ou ce genre de choses, je leur dis mais faites-le faire par quelqu'un d'autre dans ces cas-là. Pareil. Tu vois, si c'est mon petit cousin, il peut le faire avec son iPhone. Bah, faites-le avec votre iPhone, pas de souci. Mais en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est encore une fois, c'est leur donner des solutions les plus comment dire, les plus adaptées, les plus pragmatiques. S'ils pensent qu'ils peuvent le faire avec ça, c'est que c'est la meilleure solution pour eux. Et je vais pas me battre à dire si, il faut qu'on bosse ensemble. Non, c'est. Mais peut-être qu'ils vont revenir du coup avec des projets plus intéressants ou plus importants en disant. Ah, du coup, on va peut-être bosser ensemble, parce que là, du coup, on a un truc où là, on se sent pas de le faire. Et du coup, ce que je préfère, c'est que dans cette perspective-là, ils apportent plus de valeur à ton métier dans ces cas. Donc, je trouve que le fait que pour les designers graphiques, il y ait plus de templates, plus de choses, c'est peut-être aussi une opportunité pour eux d'aller sur des projets où vraiment il y a un besoin et de la valeur de la part du client. Déjà, on va dire, il y a les deux côtés. Il y a le côté les jeunes designers qui sortent d'école, ils galèrent parce qu'ils commencent du début et tout à coup on ne se retrouve pas à faire des ateliers de design thinking avec des grosses entreprises. Donc en effet, je pense que c'est eux qui morflent le plus. Ou alors les designers seniors qui n'ont pas réussi à évoluer, et donc il y en a, et c'est difficile pour eux, et donc il faut pouvoir aussi accompagner dans ce sens. Et après, ça implique aussi qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire auprès des étudiants, auprès des professionnels, auprès des entreprises avec qui on travaille, etc. Et moi je travaille aussi avec des ONG, des associations, et c'est pareil. Beaucoup de pédagogie pour expliquer la valeur du design, sur quoi ça repose, les conséquences d'un projet de design, que c'est pas juste le visuel, mais c'est aussi l'avant, la réflexion, le pendant, la conception, et l'après, les résultats d'un produit design. Parce que des fois, j'ai des gens qui me demandent, ok, si je fais un logo, combien ça va me rapporter d'argent pour ma boîte, le fait d'avoir tel ou tel logo. Parce qu'un logo à 5 €, ça va me rapporter autant d'argent, ou moins, ou plus, que si je fais appel à toi pour faire un logo à 1000, 2000, 3000 €, peu importe. Donc c'est aussi des questions financières et d'équilibre. Donc c'est beaucoup de pédagogie, d'histoire aussi humaine avant tout, parce que hier encore, j'étais avec une petite association qui fait des séjours pour des femmes qui ont eu le cancer du sein, etc. Ils veulent faire de la communication, ils veulent réunir des fonds, etc. Donc ils veulent taper à la porte
d'associations importantes, d'entreprises, etc. Donc il faut qu'ils aient de la communication. En même temps, ils ont 0 budget. Donc comment on équilibre tout ça avec une belle mission quand même derrière ça. Donc ça, je me bats avec ça tout le temps en fait dans mes projets. Ce qui est intéressant, alors on peut le voir un peu hein, sur ton portfolio, tous les projets que tu peux avoir. Ce qui m'intéresse, c'est que très tôt, en tant que designer, tu as mis en place une documentation un peu de tout ce que tu faisais. Et en fait, tu as lancé un blog, c'est graphisme.fr, graphisme.fr sans eux, ouais. où en fait, tu as énormément blogué, et d'ailleurs, tu t'es fait aussi connaître grâce à cette activité de blog. Tu publies encore aujourd'hui facilement entre 3 et 6-7 articles par jour, non? Ouais, non, plutôt 2-3 articles par jour. Okay. Et j'ai gardé ce rythme-là depuis plusieurs années, et c'est cool. Et en fait, tu es extrêmement suivi sur ce blog. Comment ça t'est venu cette idée de te dire, tiens, peut-être qu'il y a effectivement beaucoup de... Parce que encore une fois, le design, on entend parler depuis 2-3 ans, mais toi, tu es beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Donc, ça fait plus longtemps que tu as senti qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti et c'était quoi ton envie tout d'un coup de te dire, je vais documenter ce que je fais, mais finalement, tu parles assez peu de toi dans ce blog, tu parles beaucoup de projets. Ouais. Tu parles beaucoup de cet environnement du design et de ce qui se fait partout dans le monde. C'est une espèce de méta-veille sur le design. En fait, l'origine du blog, j'ai commencé ça quand j'étais étudiant, parce qu'il y avait des projets que je trouvais intéressants et je les bookmarquais en gros sur un Tumblr. Je mettais ça. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait des gens qui lisaient ces petits trucs, donc j'ai commencé à écrire un peu mieux, à mettre un peu mieux en forme, etc. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient, et donc que je me mettais à répondre, donc il y a eu une vraie interaction au sein du blog. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant. Donc moi, du fait que je suis vraiment passionné par le design, le graphisme, etc., et que je vois ça à longueur de temps, à longueur de journée. Maintenant, les gens m'envoient leurs projets, je reçois plein de projets tous les jours, et c'est génial, mais j'ai pas le temps de parler de tout. Je me suis dit, quitte à recevoir tout ça, autant le partager. Je fais aussi énormément de veille. Et donc le blog, tout à coup, s'est transformé petit à petit en mon regard vraiment personnel sur le design. Je n'estime absolument pas être exhaustif. Je parle surtout pas des projets qui ont été vus 250 000 fois sur Fubis ou sur plein de blogs, machin. Ou alors vraiment, c'est un truc particulier, mais c'est très très rare. Et ensuite, ce que j'essaye d'avoir avec ce blog, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, et que la ligne éditoriale, c'est moi, mon regard, etc. Donc c'est vraiment l'origine du blog, c'est le web log, c'est-à-dire c'est le journal intime, quoi, c'est mes logs à moi. Et là récemment, ça fait 1 an à peu près, j'ai fait tout le design avec une section vidéo, vraiment la TV avec que des interviews de designers, une section livre dans laquelle je raconte un peu les livres que je lis, une section jeux avec que des jeux de design, et puis des articles classiques que je publie au fur et à mesure. Et le blog pour moi aussi c'est un exercice d'écriture et donc de réflexion. Quand je publie, peu importe l'article que je publie, des fois c'est une vidéo hyper bien conçue, etc. Ça me donne des choses à réfléchir, et des fois c'est un long pavé sur l'émotion dans le design d'expérience. Et là tout à coup j'essaie de décrypter les subtilités, des choses comme ça. Et ça vient me nourrir beaucoup pour essayer de réfléchir, comprendre, et quand on veut raconter quelque chose à quelqu'un, il faut déjà soi-même l'avoir à peu près bien compris ou bien pensé, quoi. Du coup, ce blog, ça t'a permis aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est que ce blog, mais du coup, aujourd'hui, tu es indépendant, tu as monté ta boîte. Ouais. C'est bien ça, je me trompe par un Design and Human, exactement. Moi, je suis indépendant depuis le début. J'ai jamais été salarié en CDI, CDD, j'ai toujours refusé parce que ça ne marchait pas. Et alors, en fait, c'est ça mon questionnement. Lundi, on avait Damien, et on a Damien rédacteur, et on a beaucoup parlé justement de ce statut d'indépendant. C'était pas neutre d'être indépendant. Comme tu es indépendant, ça m'intéresse aussi qu'on en parle, et de savoir un peu pourquoi tu as choisi ce statut d'indépendant et en quoi ça te permet d'être dans ton travail. Enfin, en quoi l'indépendance dans ton travail te permet peut-être pas d'être meilleur, mais d'aller répondre mieux aux attentes. Qu'est-ce qui te plaît dans cette idée d'indépendance ? Alors, dans la question d'indépendance, il y a cette notion évidemment de liberté, c'est-à-dire que de pouvoir choisir les projets. Aujourd'hui, avec Design and Human, j'essaye de faire que des projets, et j'y arrive, éthiques, sociaux, dans lesquels j'ai des valeurs, que ce soit pour la Croix-Rouge, la recherche sur le sida, des trucs pour les femmes qui ont le cancer du sein, etc. C'est que des trucs, moi, qui me tiennent à cœur et qui me disent, ok, ma mission en tant que designer, elle s'adresse dans cette direction-là, elle va vers cette direction-là. Et ça, si j'étais salarié aujourd'hui, à moins de tomber dans une boîte qui a exactement les mêmes valeurs que moi, je me sentirais parfois en décalage avec les valeurs d'une entreprise qui ne seraient pas les miennes. J'ai pas commencé dès le départ en me disant, bon allez, je vais faire que les projets qui me plaisent et qui sont dans l'éthique. Je me suis dit, ok, déjà je vais commencer à faire les projets que je trouve. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à bosser. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Donc j'ai fait des logos, des sites, etc.
Et la question de l'indépendance, elle est très vite devenue une évidence, parce que le fait d'être indépendant, ça m'a permis de travailler sur plusieurs projets en même temps, et donc ça, tu sais ce que c'est, et c'est hyper intéressant de passer d'un design d'affiches print avec de la sérigraphie des machins à un site internet interactif avec des trucs qui bougent. Ou même à du design de service sur d'autres choses. Tout à fait, et faire du design d'expérience pour une start-up, de faire des trucs pour des grosses entreprises, etc. Donc j'ai pu jongler entre tout ça, et ce qui fait que, en termes d'expérience, ça fait que tu as travaillé pour plein d'entreprises, plein de personnes différentes, tu as rencontré des gens hyper intéressants, des gens hyper relous, tu fais tes armes dans tous les sens. Ça encore aujourd'hui c'est top. Malgré tout, quand on est tout seul, on va moins loin, c'est le proverbe qui dit ça. C'est aussi de rentrer dans mon caractère. Aujourd'hui, je ne travaille pas tout seul, c'est-à-dire que je travaille soit avec des développeurs, d'autres graphistes, designers, etc. D'autres compétences aussi, quand je travaille avec des startups. Des fois, j'ai des chercheurs devant moi avec la barbe et la blouse, et des vrais chercheurs, quoi. Et c'est génial, moi j'adore travailler avec des gens qui font radicalement pas du tout le même métier que moi, parce que j'ai besoin terriblement d'eux, parce que sinon je connais rien. Et eux, parfois, ils ont besoin de moi aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils voudraient faire. Et voilà, on trouve un équilibre. Et ça, pour moi, l'indépendance, elle est là. Elle se trouve aussi d'un point de vue financier, c'est-à-dire que aujourd'hui, si j'ai envie de prendre mes vacances n'importe comment, n'importe où, si j'ai envie de me dire, bon allez, à Noël je fais plein de cadeaux, je travaille un peu plus, ou alors, bon je lève le pied, ça va, etc. C'est un équilibre aussi financier, et des fois il y a des coups durs, donc il faut... un équilibre humain aussi d'énergie. Tout à fait. Et puis voilà, pour consacrer du temps à ma compagne, aux amis, aux proches, etc. Donner des cours, faire des trucs aussi qui rapportent pas d'argent, donner son temps pour une asso juste comme ça, ou pour aller faire une conf devant des étudiants, machin comme ça, ou être là, et ça c'est cool. Si j'avais une boîte et je bossais à 19h, jusqu'à 19 ou 20h, et des fois je le fais... On serait venu dans cette boîte, on aurait pris notre caméra et on serait venu. Exactement. Je le fais à l'atelier, je termine à 19 ou 20h, et voilà, mais ça permet de la liberté, et la liberté pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de vivre de cette façon-là. Ce qui me plaît, c'est que tu as appelé ta boîte Design and Human. Ouais. C'est quoi le lien entre les deux? Le lien, pour moi, dans le mot design, il y a déjà le mot humain. Mais hélas, aujourd'hui, parfois, il faut le repréciser. De dire quand on fait des projets, c'est pour des gens. Si un designer se lève le matin, qui fait une affiche, un service, une borne pour les Vélib, c'est pour que des gens le voient, s'en servent, l'utilisent. Et si on n'aime pas les gens pour qui on crée, on fait mal le boulot. J'ai mis à jour l'appli Gmail sur mon iPhone, c'est la torture, c'est horrible, ils ont mal conçu le truc. Et j'essaye souvent d'expliquer à mes étudiants que il faut entrer en empathie avec les utilisateurs, avec les gens pour qui on crée, avec les humains, parce que sinon on fait mal les choses, et si on fait mal les choses, ça a des conséquences horribles. Des millions de personnes utilisent cette appli Gmail et sont frustrés depuis 3 jours, là, tous les jours, doivent être angoissés, frustrés, peuvent plus, et donc ils perdent du temps, ça les rend nerveux. Donc on a des grosses responsabilités envers les gens pour qui on crée. Donc pour moi, c'est vraiment remettre l'humain au centre des projets. Quand je travaille avec des startups ou des entreprises ou des labos de recherche, j'ai besoin de savoir les business plans, j'ai besoin de savoir comment fonctionne la stratégie, etc. Ça, c'est important. Mais j'ai surtout besoin de savoir qui sont les gens qui vont servir de ce qu'on fait, c'est quoi leurs habitudes, leur âge, on va aller les rencontrer, on va discuter avec eux, etc. etc. Et ça, c'est le point central. Parce qu'aujourd'hui, technologiquement, on peut faire plein de trucs, visuellement, on peut imaginer plein de choses, dans les services, il y a plein de choses à imaginer. Donc maintenant, il faut se tourner vraiment sur les usages, les habitudes, les usages... C'est pas faire plus, c'est faire mieux, c'est l'idée. C'est pas faire plus, c'est faire mieux, ouais. On peut faire aussi différent. Je pense que quand on regarde une personne âgée, handicapée, un enfant, etc., avec un autre regard que de dire... des fois, dans des réunions, j'entends... bon, alors c'est qui notre cible ? Alors la target, elle est entre 12 et 28 ans et machin, et elle a un portefeuille de machin. Ça me stresse, c'est horrible de penser comme ça. Je dis ok, en fait c'est un jeune, il sort d'études, ok, il galère, machin, et on essaie de comprendre. Ouais, tu préfères faire des personas, imaginer des personnes pour avancer. Et ça, moi je l'ai compris aussi notamment avec le labo de recherche, et puis en travaillant avec des chercheurs qui aiment les gens et qui ont besoin des gens pour travailler. En lisant aussi beaucoup de bouquins. Tu lis énormément, tu partages énormément sur Instagram ou sur Facebook, l'un ou l'autre, je ne sais plus, mais tu prends beaucoup en photo ce que tu lis. Et je trouve que tu es un gros consommateur de bouquins, c'est très intéressant à chaque fois. J'essaye de lire un livre toutes les 2 semaines, c'est mon challenge. Okay. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en tout cas c'est un rythme que je me suis fixé. Là je suis en train de lire, comment il s'appelle ?
quelqu'un qui est justement contre le solutionnisme technologique. Ok. Je l'ai vu passer. Ouais. C'est un nom russe, oh là là, j'ai honte, j'ai oublié son nom. Ok. Et bon, là par contre, c'est un peu plus costaud, il faudra 4 semaines. Okay. Il faudra 4 semaines pour le. C'est qui les autres personnes qui t'inspirent? Peut-être que il y en a un, on a prévu une petite vidéo. Ah ah. Quelles sont les autres personnes qui m'inspirent? Parce qu'on a prévu plein de vidéos. Ah oui, dans les vidéos, tu voulais montrer Dieter Rams, c'est ça? C'était plus l'autre. Philippe Glass? Ouais. Ah ok. Philippe Glass. Ah non, pardon, oui, c'était Dieter. Ouais. Dieter Rams, pardon. Dieter Rams, ouais, ça fait partie de mes études et de mon background, on va dire. Après, il y a plein de designers et de personnes en général qui m'inspirent. Dieter Rams, c'est un père du design, designer allemand, etc., sa notoriété est vraiment plus à faire. Tout le mobilier que tu as chez toi ici, il est un peu inspiré de Dieter Rams, etc. Il y a des trucs qui sont dans l'esprit, etc. C'est aussi quelqu'un qui a écrit les 10 principes du design. Ok. Donc, je les connais pas tous par cœur, voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on regarde un bout de la vidéo. Regardons. Et puis comme ça, ensuite, tu peux checker pour les 10. Exactement. Regardons un peu Dieter Rams, ce qu'il est. Meine Erfahrung ist, dass die Gebraucher sehr positiv reagieren, wenn Dinge einsichtig sind, begreifbar sind. Das ist, was mich heute besonders stört, ist diese Beliebigkeit und die auch damit verbundene Gedankenlosigkeit, mit der vieles produziert und vermarktet wird. Nicht nur auf dem Gebrauchsgütersektor, sondern in der Architektur, in der Werbung. Überall haben wir zu viel Überflüssiges. Gutes Design sollte innovatives sein. Gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Gutes Design ist ästhetisches Design. Gutes Design macht ein Produkt verständlich. Gutes Design ist ehrlich. Gutes Design ist unaufdringlich. Gutes Design ist langlebig. Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Alors, tu me disais en off, ce qui est absolument passionnant, tu montrais sur ton téléphone, que effectivement, on parlait du coup de tout ce qu'on avait ici et de l'ordinateur. Et c'est vrai à quel point il y avait une similitude entre ce qu'avait designé Jonathan Ive avec Apple, notamment. Qui était très proche de ce design. Ouais. Alors, j'ai Aurélien qui nous dit que c'était Morozov. Merci, sur le solutionnisme, Morozov. solutionnisme technologique. Son nom m'avait échappé. Ouais. Et lisez cette personne, absolument incroyable. Donc on parlait des 10 règles un peu. C'est les 10 principes de design de Dieter Rams qui aujourd'hui sont un peu passés, parce que voilà, ça commence à dater. On pourrait les réadapter, les réactualiser à notre époque du numérique, etc. Dans les principes, tu peux nous en dire quelques-uns, ouais. Moi, il y en a que j'aime bien, c'est déjà un bon design et un design honnête. C'est-à-dire qu'il n'a pas de trucs cachés ou pernicieux pour ses utilisateurs. Sous-entendu, pour moi, si je devais le transposer aujourd'hui, il y a l'action de privacy by design, la vie privée des utilisateurs, et il ne faut pas tromper son utilisateur. Et aujourd'hui, on a plein de services qui nous trompent en cochant des cases, ce qu'on appelle les dark patterns, donc des endroits qui sont précochés, des choses qui nous font faire des actions qu'on n'aurait pas forcément voulu, etc. Donc c'est à ça. Et puis un principe aussi que j'aime beaucoup, c'est un design est discret, dans le sens où c'est si un bon design, c'est invisible, quoi. On ne le voit pas. Tout le monde connaît le TGV, très peu de monde savent que le designer qui a fait le TGV, c'est Roger Talon, c'est un designer français super connu, etc. Il y a une expo aux arts décoratifs qu'il faut absolument aller voir, Roger Talon. On voit tout son travail, il a fait les rames de TGV, mais aussi de métro, il a fait le funiculaire de Montmartre, enfin, il a fait plein de choses extraordinaires. Et il y a des poignées de porte qui sont faites par des designers, enfin voilà, on se rend pas compte de tout ça, et c'est tant mieux, c'est très bien. Le bon design, il est invisible, c'est pas du design fashion, on se dit waouh, ça c'est design quand même, ça va coûter cher, et on sent qu'il y a quelqu'un qui. Tu as raison, c'est vrai que le terme de design est mal interprété. Aujourd'hui, il est devenu un adjectif, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un adjectif, une voiture design, un verre design. Mais c'est faux finalement. Totalement faux, totalement faux. L'origine du mot design, c'est amusant. Ça vient de l'italien notamment, mais c'est disegno. Et disegno, c'est deux mots en un. Ça veut dire le dessin, le fait de dessiner,
et le dessin, D-E-2-S-E-I-N, la volonté de faire quelque chose. D'accord. Et quand on met ensemble le fait de dessin, donc de produire, et la volonté de faire quelque chose, bah là ça crée tout le sens du design. Et c'est ça moi que je trouve beau, c'est de dire j'ai la volonté et j'y arrive, je le crée, je le provoque. Et c'est pas un adjectif pour dire que c'est beau, quoi. Ça je reprends mes étudiants là-dessus tout le temps. Parce que non mais c'est très joli, c'est c'est très joli. J'avais jamais fait le parallèle entre ces deux termes, effectivement, de faire quelque chose à dessin et le dessin en tant que dessin. Le dessin, ouais, tout à fait. Et ça c'est les fondements du design et encore aujourd'hui ça devrait être comme ça. Tu m'as un peu séché, j'ai pas de questions. non, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? C'est cool, moi je sais pas. Il y a Aurélien qui nous parle du critical design et du speculative design. Tu sais ce que c'est? Enfin, oui, tu sais ce que c'est, mais qu'est-ce que tu peux dire dessus? Alors, le speculative design, c'est intéressant parce que on est dans des prototypes fictifs, c'est-à-dire qu'on vient imaginer on vient se plonger dans un univers, un petit peu comme la série Black Mirror. Je sais pas si tu regardes cette série et si les internautes l'ont regardé aussi. Mais on se met dans un univers un peu spéculatif, et là, tout à coup, on va imaginer l'univers d'un point de vue fonctionnel, interface, expérience, etc., d'un point de vue du design. Le film Her, de Spike Jonze, avec la magnifique voix de Scarlett Johansson. Voilà, et en fait, il tombe amoureux de son operating system. C'est génial. Et donc, en partant dans cette déviance-là, on imagine ça, et voilà, maintenant, tout l'univers, on peut le broder, on peut l'imaginer. Donc ça, le speculative design, c'est intéressant. Il y a Nicolas Nova aussi, il faut voir un petit peu son travail, tu connais Nicolas Nova, où il fait de la prospective aussi dans ce sens, ça permet de déceler un peu des usages qui arrivent. Et ça, on en a de plus en plus avec les casques de réalité augmentée ou ce genre de choses, où on rentre dans des univers. Tout à fait, oui, il y a la question de la VR qui est intéressante. Ouais. On recevra la semaine prochaine Aurélien Fache. Ah, bah, faut que Aurélien... je vais regarder ce qu'il va raconter. En fait, il y a un siège qui est juste là, c'est vrai, et ce serait drôle d'avoir des personnes. Peut-être qu'un jour on aura du public ici, je sais pas, peut-être. Comme à la télé, attention. Je plaisante, à la radio c'est mieux. Exactement. Donc le speculative design, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on crée un univers pour que la personne se plonge dedans et du coup peut-être change des usages ou change des manières de faire ou a un autre point de vue sur une situation qu'il est en train de vivre. Voilà, c'est vraiment la question de spéculer. Et après le critical design, il y a la St. Martin's School de Londres qui est une école de design extraordinaire qui en a fait un peu sa spécialité, c'est-à-dire de pouvoir faire pousser parfois des systèmes jusqu'à l'absurde, faire des choses dans l'autre sens, c'est un peu du hacking, aller faire des choses pourquoi c'est pas conçu au départ, et là on commence à toucher des enjeux presque philosophiques ou sociaux, environnementaux, etc. Et on retourne un peu la balance. Donc là le critical design il est aussi intéressant parce qu'il permet de piquer, il pince, des fois il y a l'humour anglais derrière aussi, et tout ça c'est des façons d'approcher le design très, très différentes mais qui sont vraiment pas encore assez exploitées en France, je pense. Tu disais que tout l'environnement que l'on a été designé. Est-ce que toi aujourd'hui tu as, au-delà du designer qu'on a vu, c'est qui les nouveaux designers en fait? Qui sont les... Alors, on parle un peu de Jonathan Ive ou ce genre de personnes, mais qui sont ou même en France d'ailleurs, qui sont les nouveaux designers? On parle beaucoup de... hyper connu, celui qui a fait le design du bateau de Steve Jobs, hyper connu. Le design du bateau de Philippe Stark. Philippe Stark, oui, voilà. Pardon, oui, il a fait beaucoup plus de choses que ça, je suis le truc qui m'est venu. Non, mais ça va, t'as une belle référence. Lui, on en parle beaucoup, il est extrêmement populaire, mais s'il y a des personnes qui nous regardent, là, et non pas là, et qui veulent mener des études de design, ou qui veulent le comprendre, qui veulent découvrir, c'est quoi les designers à voir aujourd'hui? C'est quoi les sources un peu à aller voir? Alors c'est intéressant que tu parles de Philippe Stark ou de Jonathan Ive, c'est des designers du présent, mais qui ont la vision, et qui viennent du design industriel, et entre guillemets, aujourd'hui c'est pas du passé, parce que ce serait leur faire offense que de dire ça, mais c'est établi, et il n'y a pas de perspective d'avenir, en tout cas si, il y en a quelques-unes, mais pour moi je pense que ça ne suffit pas, en tout cas ce design-là, il est vraiment intéressant, mais voilà, en quoi il ne suffit pas en fait? C'est-à-dire qu'on fait du design d'objets, design produit. On voit aujourd'hui que, en tout cas à mes yeux, Apple, entre guillemets, s'essouffle un petit peu dans la question de la forme, etc. Moi, Jonathan Ive, je pense qu'il est brillant. Lisez sa biographie, c'est un mec talentueux au possible et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Philippe Stark aussi, j'ai lu plusieurs bouquins sur lui et il est vraiment pareil, il est brillant et en même temps il joue de tout ça. Et quand je dis que ça manque, c'est que en fait, la dimension du numérique, la dimension du virtuel, la dimension des usages sociaux, la dimension des sociétés, tout ça, ça manque. Philippe Stark qui te pose un presse-citron et te dit voilà, maintenant tu t'en sers. Sauf que, je sais pas si tu en as déjà servi,
ça dégouline, c'est le bazar, t'en mets partout, machin. Et puis quand tu vois des personnes qui sont réfugiées, elles ont une casserole, de quoi se couvrir pour pas avoir froid, et ça, elles s'en foutent complètement. C'est là-dedans que le design est politique ? Ouais, c'est dans lequel le design est politique, et Philippe Starck a fait aussi des ID's Box sur la route des réfugiés pour leur donner des livres, etc. C'est pas antinomique pour autant. Voilà, et après pour moi il y a la question de la société, du numérique qui doit rentrer beaucoup plus en compte aujourd'hui. On ne dit pas qu'une lampe électrique, pourtant on dit t'es connecté à internet, ta télé, c'est une télé connectée, etc. Aujourd'hui, pour moi c'est évident qu'on arrive à ce stade où quasiment tout est plus ou moins connecté, pour le meilleur comme pour le pire évidemment, mais cette évidence-là... Ça ouvre un champ de recherche pour le design qui est absolument énorme. Ah ben oui, complètement. Et de recherche et d'action surtout, et de mise en relation, etc. Et après, pour te répondre sur la question voilà, pour les jeunes designers, etc., c'est délicat, parce qu'en fait, aujourd'hui, des designers, il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a de tous les types, des designers textiles, des designers des sound designers, des designers graphiques, etc. Ça évolue très vite, ça change très très vite. Un designer star peut être oublié le lendemain, etc. On s'en fout en fait. Pour moi, le côté fashion design, je m'en fous complètement, il m'intéresse vraiment pas. Non, mais est-ce qu'il y en a qui, même s'ils sont jeunes, ont quand même marqué, ont quand même réussi à durer ou à marquer ? Je sais pas. Enfin, franchement, là-dessus, c'est difficile. Il y a des gens, par exemple, je pense à Étienne Mineur, qui est plus tout jeune, même s'il est encore très jeune, mais qui est un de mes pères, entre guillemets, parce que justement, lui, très vite, il a embrassé la question du numérique dans sa conception. Son diplôme, il l'a fait en papier et sur Minitel. Donc il avait déjà, il était aux Arts Déco aussi, il a très vite découvert ça. Aujourd'hui, il s'éclate, il fait des jeux sur tablette, il mélange du papier avec du numérique, il mélange ses univers. Il est encore pour moi un artisan presque du numérique et du design, etc. Et c'est ça qui me touche, qui est beau, parce qu'il y a de la poésie dans ce qu'il fait. Il ne fait pas du design industriel à grosse échelle, etc. Ça, c'est une des figures. Après, on a eu quelqu'un plus âgé qui s'appelle Pierre Bernard, qui a disparu aujourd'hui, mais qui, pour moi, c'est quelqu'un qui a révolutionné le graphisme et le design dans le graphisme français. Allez voir ce qu'il a fait aussi. Et puis on a aussi des gens comme Rudy Bor qui lui questionne la question en tout cas il adresse la question des collectivités, des villes, des régions, l'identité des villes, etc. Donc c'est l'identité de vivre ensemble. Donc tout ça c'est des figures. Et après, quand je dis à mes jeunes étudiants en design, je leur dis ok, vous êtes dans le design, vous vous intéressez à tout ça, ok, mais allez voir des mathématiciens, des chercheurs. Là ce midi je déjeunais avec Babozor, je pense que tu connais La Grotte du Barbu. Ah oui, c'est ça. Voilà, Olivier Chambon il s'appelle, voilà. Un mec qui bidouille, qui bricole, qui a sa barbe comme ça, qui a des idées complètement folles, etc. Ça, pour moi, c'est un hacker, un maker, on l'appelle comme on veut, un designer, peu importe. Mais pour moi, c'est des gens comme ça qu'il faut les rencontrer. C'est intéressant, parce qu'à la limite, tu définis pas un designer par son diplôme ou son activité, mais plutôt par sa façon de penser, en fait. Ouais, par sa façon de penser et d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi tout un pan du design qui est en train de se créer, qui est des chercheurs en design. Moi-même je l'ai été, on a aussi, merci, on a aussi des gens qui font des thèses en design, qui font de la recherche en design, qui écrivent le design, mais qui ne produisent pas, entre guillemets, l'expression du design. Ils racontent, ils montrent et ils réfléchissent autour de ça. Donc on a aussi il y a tellement de facettes que c'est bien d'aller chercher son inspiration ailleurs que dans le design. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup dans ce que ça dit là, c'est tu parlais des villes. Ouais. Et de l'évolution des villes. Et à la limite, on peut rester 20 minutes là-dessus, parce que je pense que c'est... Ouais. Bon, je voulais pas en parler, mais ce que je trouve absolument fascinant... En fait, ce que je trouve absolument fascinant, c'est notre capacité... Tu sais, tu parlais tout à l'heure des personas. Et tu disais aujourd'hui, nous en tant que designer, on est dans une obligation de comprendre, non pas en termes de cible, CSP+, âge ou quoi, mais plutôt en termes de personnalité, en termes d'usage de cette personne. Comment est-ce qu'on arrive, pour les États-Unis, mais peut-être pour la France aussi, quand on est dans cette espèce de microcosme, il faut se l'avouer à un moment donné, ce microcosme bobo, communication médiatico-parisiano, je sais pas ce que tu veux, comment on arrive à se connecter avec... Et je pense moi je l'ai tout à fait accepté qu'il y avait une partie de la population que malheureusement je ne connaissais plus. Et c'est horrible, c'est un fait. Voilà. Maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais avec ça, mais j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir encore. Tu sais que les pains au chocolat ne sont pas à 15 centimes d'euros. Ça je sais. Mais par exemple je fais partie des personnes qui prennent
de plus en plus le Uber et de moins en moins le taxi parce que voilà, c'est très con, mais j'en suis rendu compte aujourd'hui. Donc il y a des petites choses qui font que tout d'un coup tu te dis ah ok, je suis en train de passer dans un truc où et puis même encore une fois sur Trump, c'est quand même fou de se dire qu'il y a 50% des gens qui ont voté pour Trump. Je les blâme absolument pas, mais la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que personne n'a vu ces 50%. Enfin, certains l'ont vu, mais quand même, c'est absolument majeur comme fait. Comment, en tant que designer, on se connecte à tout le monde, en fait? Mais non pas à tout le monde, mais comment est-ce qu'on arrive à capter... À créer des ponts, et à créer des ponts, justement. Là où aujourd'hui, il y a quand même une espèce de scission importante. Juste pour faire la parenthèse sur Trump, quand on veut pas voir quelque chose arriver, on ferme les yeux et on le voit pas arriver, et on espère que ça arrivera pas, et en fait, ça arrive quand même, et j'espère, en ouvrant grand les yeux, que nous, ça ne nous arrivera pas non plus, en 2017. Mais pour te dire qu'en gros, cette notion de se connecter, alors ouais, prendre le Uber, machin, l'embourgeoisement dans les grandes villes, il est... je sais pas si c'est l'embourgeoisement, mais c'est plus le comment dire, cloisonnement. Le cloisonnement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans ton microcosme, avec les mêmes personnes, ton boulot, ton truc, et tu finis par t'enfermer dans ta propre espèce de petit hamster dans sa roue. Ouais, mais ça, c'est cette notion de communauté. D'une part, elle est... on a cru qu'on allait s'émanciper de ça avec les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, on follow des gens, on est amis avec des personnes. Donc on reste sur l'IRC, quand j'étais ado, je croisais des gens de tout type et de tout ordre et de tout âge et de machin, et je ne savais pas qui c'était. Et les échanges étaient beaucoup plus intéressants et riches que le fait de choisir sa communauté. Moi, sur Facebook, j'ai plein de gens que je ne connais absolument pas. J'ai accepté tout le monde à chaque fois, je disais oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ouvre Facebook, j'ai l'impression que c'est comme si j'ouvrais ton Facebook à toi, c'est-à-dire il y a plein de gens, je sais pas qui c'est, ils racontent des trucs, des fois ils m'interpellent, des fois on discute, et ça, je trouve ça, voilà, ça c'est marrant. Déjà, par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'il faut pouvoir s'éduquer et se corrompre dans ces microcosmes. C'est-à-dire, là récemment, moi j'ai toujours 404, je suis 404 personnes sur, c'est mon petit clin d'œil sur Twitter, et je fais hyper attention d'essayer de suivre aussi d'autres personnes. Je pense que j'ai un quart, même pas, de designers dans ma timeline. J'essaie surtout de ne pas en suivre trop, mais de suivre des trucs qui n'ont rien à voir, ou des associations, ou des ONG, des machins, et j'essaie de mélanger un peu tout ça. Des geeks, des mecs qui font de la tech, machin, voilà. Donc je pense qu'il y a une auto-éducation à faire sur l'action du numérique et de ces microcosmes. Mais alors comment on invente la ville avec tous ces publics tout aussi différents, avec des besoins différents? Alors après, d'un point de vue concret, dans la ville, dans la cité, dans la rue, dans son voisinage, etc., il y a différentes façons de faire. D'un point de vue du design, moi j'utilise beaucoup des méthodos ethnographiques, c'est-à-dire que l'ethnographie, il y a plein d'usages, et si vous êtes designer, franchement, intéressez-vous aux usages et aux méthodos de l'ethnographie. L'observation participante, le fait de faire de questionner, etc. Si vous aimez les gens, vous irez discuter avec le chauffeur de bus en disant « Ah donc votre métier, et ça sert à quoi ça, et vous finissez à quelle heure, et vous êtes toujours dans le même bus ou pas ?» et vous allez apprendre plein de trucs, et ça crée des ponts, et on se dit « Ah ouais, en fait, je pensais pas tout ça. » Je pense qu'il y a une curiosité, un questionnement, de l'empathie à avoir. Évidemment, on ne peut pas s'épuiser à faire ça avec tout le monde. Et puis après, il y a aussi le fait de pouvoir, donc d'une part l'ethnographie, et le fait aussi de pouvoir, entre guillemets, ne pas soi-même aller trop quelque part. C'est Michel Serres l'autre jour qui disait je suis pauvre et je suis fier d'être pauvre. Donc Michel Serres qui a écrit le bouquin, qui est philosophe, Petit Poucette, etc. Alors je sais pas s'il est pauvre ou pas, mais je connais pas sa façon de vivre, mais il voulait rester dans le peuple, il voulait pas sortir de cette... Alors c'est un académicien, etc. Enfin il a des palmes partout autour de lui, mais malgré tout il y a une volonté de rester là-dedans. Et hier soir, petit exemple, moi j'habite dans une petite ville qui s'appelle Gentilly, qui est vraiment collée à Paris, et il y a les assises de la ville depuis des mois. Ils font des réunions d'information, et hier soir il y avait une thématique numérique et la ville. Donc on avait les personnes de la mairie, il y avait 2-3 personnes de la mairie, et puis les citoyens, des gens qui bossent, des jeunes, moi, ma compagne, enfin voilà, on était là, on discutait, et puis tout le monde a des problématiques très différentes. Il y a des gens qui travaillent qui disent oui, moi je veux la fibre chez moi, elle n'arrive pas chez moi, et c'est dégueulasse, et je suis en gros, je suis martyrisé par le système, et puis d'autres qui disent ouais mais moi j'ai même pas internet, et ça coûte trop cher, comment je fais? Tous ces moments-là, sociaux, de ville, de rassemblement, ils sont hyper importants. Avec Nicolas Louvet, on parlait de créer du commun. Ouais.
C'est un peu ça aussi le métier de designer. T'inviteras Sylvia aussi, Ouais. carrément. Créer du commun et du sens commun, du bien commun, on en parle beaucoup aussi de ça, mais des points communs, créer des points communs, ça c'est hyper important. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se rapproche d'une communauté plus que d'une autre? Parce qu'on a des points communs, communauté, commun, etc. Et ouais, créer des relations, des ponts, des points communs entre les gens. L'application dont je parlais tout à l'heure pour les personnes réfugiées, je l'ai faite pour l'instant sur Android et là bientôt je vais la faire sur iPhone. L'idée de cette application, c'est qu'il y a des pictogrammes. Ça s'appelle Refugee, si vous voulez aller voir, R-E-F-U-G-E-Y-E, comme un œil. Et l'application, c'est de dire, ok, quand tu as un réfugié qui arrive devant une administration, la personne dans l'administration française ne parle pas forcément arabe, anglais, etc. Et le réfugié ne parle pas toujours français ou anglais. Donc ça dépend. Donc, difficulté pour dire, j'ai besoin d'un passeport pour mon petit cousin qui est resté au pays, quel pays c'est, ou alors je suis journaliste, j'ai été censuré, torturé, machin. C'est super dur et très compliqué à dire. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire des pictos. Et on va pouvoir montrer des pictos en disant, on va pouvoir écrire sur le picto, on va pouvoir barrer. J'ai une liste de plein de pictos traduits en mandarin, en arabe, en farsi, enfin dans plein de langues, en français, en anglais. Remettre un langage commun qu'est le dessin. C'est ça. Parce qu'au début, moi, mon cas de figure, ça a été de dire, j'étais avec des réfugiés et on ne se comprenait pas. Moi, je parle pas arabe et ils n'arrivaient pas à trouver ce que je voulais dire. Donc on a fait des dessins. Sauf que, enfin, moi, le dessin, c'était facile, mais eux, c'était galère, et puis on se devinait, et on s'amusait. Et je me suis dit, il faut le mettre dans les mains de tout le monde, ça. Et c'est hyper important. Donc j'ai fait ce projet-là. Et créer des points communs, ça marche aussi par des petites applis, par des grandes réunions, par des gros projets, par plein de choses. Là, tu parles vraiment de cette notion de ville, de persona. On parle beaucoup de smart cities, ouais. Les villes qui évoluent avec le numérique et comment est-ce qu'on allie à la fois la ville, donc le vivre ensemble, avec le numérique. Tu l'as très bien dit, le numérique, il y a aussi une rupture avec des personnes qui sont très connectées, des personnes qui ne sont pas du tout connectées, pour plein de raisons. Ouais, complètement. Soit ils le subissent, soit ils le veulent. Comment est-ce qu'on retrouve du commun? Tu parlais tout à l'heure de l'immersive design, c'est ça? Comment tu l'as appelé? Où les personnes sont dans un univers et tu designes des nouveaux univers. Okay. Oui, il y avait le critical design et je sais plus ce qu'a dit Aurélien. C'est pas le prospective design, mais c'est le fait de faire de la prospective. Oui, c'est ça. Je retrouverai le speculative design. Comment est-ce qu'on arrive à créer cette ville de demain et quelles sont un peu les tendances, ou est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont faits dessus sur comment est-ce qu'on design cette ville pour non pas enfermer les gens dans une notion numérique pour qu'elle soit subie par tous, mais plutôt pour que, comme tu disais très bien, un bon design ne se voit pas, que ça ne se voit pas, et qu'on mette avant tout le bien commun au service de la ville. C'est un peu les discussions qu'on avait hier justement dans cette petite réunion de la ville Gentilly. L'action de la Smart City, la ville intelligente, ça fait... Je te vois sourire. Moi, ça me fait sourire parce qu'en fait... Une ville, qu'est-ce que c'est? C'est des bâtiments, c'est des routes, c'est des commerces, c'est surtout des gens. S'il n'y a pas de gens dans la ville, c'est pas une ville. Ça ne sert à rien, ça n'existe pas, etc. Donc la ville intelligente, c'est d'abord les gens intelligents, entre guillemets. C'est les gens qui font toute cette ville et cette animation et ces réunions et ces problèmes aussi. Enfin, il y a plein de choses dans la ville. Donc en fait, on est tous amenés à bâtir plus ou moins ce qu'on appelle la ville intelligente. Moi, je parle très rarement de ville intelligente parce que ça me parle pas. Tout à coup, j'imagine des capteurs avec des trucs qui t'affichent des datas partout et on est traqué, on est suivi, machin. Et ça me... Je sais pas, l'action de la ville intelligente, c'est surtout l'action du vivre ensemble avant tout. Si dans une ville, on utilise le numérique pour proposer des services, par exemple, pour mettre en relation des jeunes collégiens qui cherchent un stage de 3e avec toutes les entreprises locales, bon bah ça, la municipalité peut offrir un service. Et la ville devient un peu intelligente par ce biais. Mais est-ce que c'est à la ville de faire ça, finalement? Est-ce que, finalement, la ville intelligente, c'est pas designer une ville avec ce qu'on appelle l'empowerment, comme tu disais très bien tout à l'heure, une ville qui permette de donner la capacité aux gens de faire, de créer, de se connecter? Est-ce que ça place le rôle de la ville, en fait? Et si une municipalité, par exemple, fait un service de ce type, évidemment, les citoyens peuvent s'en emparer, les détourner. Si la ville met en place une boîte à outils numérique ou je sais pas, une boîte à outils de création, peut-être qu'on va pouvoir à un moment donné avoir encore plus d'actions. Aujourd'hui, les gens se fédèrent en associations. Il y a des gens qui se fédèrent pas en association mais qui font des événements, qui créent des jardins urbains,
qui crée plein de choses dans la ville. Il y a vraiment des petites parcelles de choses comme ça. Mais ce qui manque encore un petit peu aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir dupliquer, répliquer ces modèles. Ce qui se passe à Détroit, par exemple, c'est hyper intéressant parce que tout à coup, on vient dupliquer des fermes urbaines un peu partout. Il y a presque un système qui est copier-collable presque. Voilà, on vient tout à coup dupliquer ces éléments-là. Et ça, c'est presque ce que j'attendrais de la municipalité aujourd'hui, d'une ville intelligente, c'est qu'elle puisse permettre aux citoyens de répliquer des initiatives citoyennes et donc de pouvoir les multiplier, faire des forks, pour parler en langage de programmation, voilà, faire un fork d'un projet, c'est-à-dire reprendre le code source du projet et puis en faire autre chose que ce pourquoi il est conçu au départ. Et donc faire tous ces projets-là. Pour moi, la ville intelligente, elle se crée autour de ces initiatives qui sont duplicables, réplicables. Ça renvoie derrière ça à l'action de l'open source, pas forcément d'un point de vue logiciel, mais au point de vue aussi des idées et de la diffusion de ces idées-là. Et après, de donner dans les mains des gens des outils pour le faire, des outils ou des compétences pour le faire. Et ça, c'est important. Ouais. Tu parles de forquer, tu parles d'open source, tu parles finalement de beaucoup de concepts qui sont liés au numérique. Et en fait, la ville intelligente, c'est peut-être ça. C'est pas intelligente par la technique, c'est intelligente par la culture qui en découle. Par la pensée, par la pensée. On est né avec du numérique dans les mains. Moi, je pense en numérique. Je rêve toujours de pouvoir faire un CTRL F dans un bouquin, et tant que ça c'est pas possible. Comme F, c'est rechercher. Comme F, CTRL F, faire une recherche, exactement. Moi j'adorerais dans la vie pouvoir faire des pommes Z parfois. Ouais, quand tu fais une boulette, tu fais pomme Z et hop, c'est ça, t'annules ton problème. On pense comme ça, et quand j'en parle avec toi, avec d'autres personnes, ils disent ah ouais, j'aimerais bien, et tout ça. On pense cette notion de numérique là, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas cette culture numérique. Il y a des plus jeunes aussi qui squeezent une culture numérique que nous on a, mais qui passent directement avec le smartphone, avec cette notion de service, d'application, etc. Et qui parlent moins d'outils, mais qui parlent plus de réseaux sociaux, etc. Donc il faut aussi penser aux générations à venir, qui pour eux, Internet, c'est de la 4G et c'est du mobile, qui n'auront peut-être même pas d'ordinateur et qui n'auront que l'accès numérique là-dessus. Et ça leur suffira largement. Ils bosseront avec ça, etc. Petite anecdote, j'étais chez mon coiffeur l'autre jour qui m'expliquait que lui, il n'avait même pas d'ordinateur. Mais il avait Internet chez lui pour son téléphone mobile, et il consultait tout, il faisait tout avec son téléphone. La musique et tout ça, il était vachement fier de ça et très content. Donc il faut pouvoir aussi, je pense, intégrer les usages, encore une fois, des jeunes générations, des usages un peu décalés, différents que chacun peut avoir, les usages culturels aussi. J'ai appris récemment que par exemple en Inde, il y a plein de gens qui sont sur Tinder. Je dis donc, ils draguent et tout ça. En fait non, ils s'en servent. Le marché de la drague connectée numérique il est saturé en Inde. Donc ce qui font que les gens utilisent Tinder, comme nous en France on utilise OVS, on va sortir, le service qui permet de mettre en relation des gens. Donc les gens ils matchent avec des gens pour aller faire un foot, pour aller au cinéma, pour discuter, sans aucune forcément de drague derrière. Et donc la question des usages, je la trouve belle. C'est cette fameuse startup Pinterest qui était au départ utilisée pour les designers pour qu'ils puissent punaiser leurs différents boards, et finalement c'est quand les blogueuses de la mode ou les nanas se sont mis à l'utiliser à fond qu'il y a eu un relais et que ça a fonctionné. Il y a plein d'histoires comme ça effectivement sur un produit qui est normalement à un usage et qui est tout d'un coup, d'où la notion du hack, qui est vraiment ce côté. Et ce qui est hyper important, c'est d'observer tout ça et de le comprendre et de se dire tiens ok, en fait maintenant les gens commencent à changer un petit peu d'usage, telle catégorie de personnes fait ça, etc. Et de se dire il y a peut-être des opportunités pour les citoyens, pour la ville, pour faire autre chose derrière, pour une fois de plus le bien commun. Il reste toute la vie, mais 2 minutes histoire de tenir dans l'heure. J'ai envie de terminer par une toute petite. On était sur une notion très macro de la ville, j'ai envie d'aller sur un truc très 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 micro, mais je sais que t'en es fan et j'ai très envie d'en faire avec toi. Allez, au moins 5 minutes. La typographie. Je sais que t'es très fan de typo. J'aimerais comprendre d'où vient cette fanitude, je trouve pas le mot, cet intérêt que tu as pour la typo, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, et voilà, raconte-moi, essaye de... La typo, en fait la typo, les premières relations... Donc la typo, c'est les fontes, la typographie, c'est ce que vous utilisez quand vous allez sur le traitement de texte, vous avez plein de typographies différentes, sauf que du coup il y a la typographie d'usage, et il y a la typographie presque poétique. Et tous les textes ont une typo. Tout ce qu'on lit, les caractères ont été dessinés par des gens. Et c'est ça qui est fou, on ne s'en rend pas compte, on lit des trucs partout, on passe notre vie à lire. Sur ton logiciel, il y a de la typo qui a été dessinée par des designers et qui ont pris le temps de ça.
Moi, mon premier échange avec la typo, c'était avec l'ordinateur. C'était les typos bitmap, donc qui étaient en pixels noir et blanc, sous DOS, etc. Très très dur et très rigide. Et en même temps, super beau. Tout à coup, on tape une touche sur physique et il y a un truc de lumière qui apparaît sur son écran. Et c'est magique. Ça, rien que ça, c'est magique. Après, j'ai eu la chance de pouvoir étudier la typo, de dessiner la typo, d'être dans des exercices de cours, de pouvoir zoomer une typo en gigantesque et de comprendre sa courbe, comment elle est dessinée, pourquoi elle est dessinée comme ça, toute la classification des typos. Aujourd'hui, si vous allez à Rome, regardez la colonne Trajan, de l'empereur Trajan, je crois que c'est le moins 2e siècle ou encore avant Jésus-Christ, et vous êtes encore capable de lire cette écriture. C'est ça qui est génial, c'est que la typo aussi, et il y a certains trucs, c'est solide, on peut le lire encore et encore et encore. Donc c'est quelque chose sur qui on peut compter, sur quoi on peut compter. C'est marrant, c'est un lapsus. Sur qui on peut compter, c'est presque, voilà. Ouais. Et justement, sur l'action de qui de la typo, les typos, elles ont une âme, une identité, une histoire. Si tu prenais une Bodoni, c'est les typos très rondes, avec plein des déliés très forts, etc. C'est magnifique, il y a une histoire. Quand vous voyez, si je vous écris « j'accuse » en Bodoni, ça y est, vous êtes plongé dans une histoire, etc. Et c'est ça qui est beau, c'est que il suffit d'écrire le même mot avec 10 typos différentes, vous aurez 10 émotions différentes. Et 10 histoires différentes. Et 10 histoires différentes. Et ça, pour moi, la typo, c'est un outil indispensable, autant dans son dessin, sa précision, que dans sa popularité, on va dire, le fait que ce soit populaire. Les premiers journaux, quand ils étaient imprimés, il y a des caractères qui ont été dessinés spécifiquement pour les journaux, parce que l'encre sur le papier journal, ça bave un petit peu, donc le caractère il était un petit peu ouvert, dessiné ouvert, comme ça quand il se remplissait d'encre, il se fermait grâce à l'encre sur le papier. Il y a des trucs comme ça où c'est l'invisible, et on en parlait au tout début, le design c'est invisible, la typo, le grand public on s'en rend pas compte, et pourtant c'est indispensable à une bonne lecture, à un bon sentiment, une belle émotion. On ferait une émission entière sur la typo quand je vois tes yeux qui s'illuminent. Les tiens aussi. Mais oui, parce que t'en parles très très bien et promis, on ferait un truc dédié à la typo. Avec grand plaisir. Je prends acte. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse des émissions en live dédiées au design. Je dis ça, je dis rien. Je prends acte aussi. Super. On en parle après. Merci à tous. On a parlé une petite heure ensemble. C'était... merci Geoffrey. C'était un vrai plaisir de partager avec toi ça. Puis merci à vous aussi derrière l'écran. Moi je suis ravi parce qu'il y a de plus en plus de monde et du coup voilà, vous êtes une trentaine en ligne. On a commencé, c'est la 10e émission. Bon anniversaire. Wow. Ouais, et quand on a commencé il y a 2 mois et demi maintenant, donc vous étiez une 8, 10 et là vous êtes une trentaine, une quarantaine, on était à 50 tout à l'heure. Ça c'est cool. Donc c'est vraiment très cool et voilà. La semaine prochaine on recevra Aurélien Fache. Wow. Aurélien. C'est pareil, en fait pour être franc, j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit t'es un peu le Michel Drucker du web en fait, tu dis que tous les gens tu les aimes, en fait je les aime profondément parce que je les ai pas rencontrés là maintenant, ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'on partage et voilà, on partage nos galères, nos coups de cœur, donc du coup on se connaît un peu et Aurélien c'est quelqu'un de brillant qui est absolument fascinant parce qu'à la base il a un profil très tech. Et ça fait quelques années, nombreuses années qu'il s'intéresse à tout l'univers de la science-fiction. Et en fait, on verra avec lui comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à fondamentalement décrypter le monde dans lequel on vit grâce à la science-fiction et surtout comprendre le monde dans lequel on va vivre demain. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que quand on parle beaucoup d'entrepreneurs comme Zuckerberg, comme les 2 fondateurs de Sergey Brin et Larry Page de Google ou ce genre de personnalités, on se dit mais jusqu'où ils vont aller ? Et en même temps, on y accole des mots comme le transhumanisme et compagnie, qui ne veut tout et rien dire si on ne met pas une vraie définition derrière, une vraie explication. Donc j'ai envie d'aplatir tout ça et comprendre avec Aurélien un peu comment est-ce que du coup on imagine tout ça. Et du coup on a un peu amorcé le truc parce qu'on a un peu parlé de design, d'émotion. Mais je vais regarder avec grand plaisir parce qu'Aurélien il est extraordinaire. Franchement, regardez, c'est quand? C'est jeudi prochain? C'est jeudi prochain. Je sais que tu as une place qui est là si tu veux. Je vais rester le lien, mais je regarderai en ligne sinon. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez des personnes que vous... Alors en fait, non, en fait, oui et non. Les émissions, on va en avoir jusqu'à fin décembre. Et après, on verra ce qui se passe. Je ferai un grand sondage pour savoir si on continue ou pas. Donc il reste en gros 6 émissions. Et donc voilà, il y aura des navigateurs qui vont venir et qui n'ont pas pu partir sur le Vendée Globe et qui vont nous parler de navigation, de voyage. On a des personnes qui montaient des médias, comme Ouzbek Erika.
Il y a beaucoup de profils différents qui vont encore venir. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des mails et à m'envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook pour dire un peu ce que vous en pensez. Moi, c'est un truc pour m'amuser en fait. Et j'ai vraiment envie de tester et de voir ce qui se passe et de comprendre un peu Facebook Live, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc voilà, donc du coup, n'hésitez pas à laisser des messages dans les commentaires, me laisser en message privé sur Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, merci. Ciao.